demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Est-ce que le vaccin va vraiment changer quelque chose? We have identified a new variant of Je me demande coronavirus. quand je pourrais retrouver le plaisir de boire un verre en terrasse. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas dansé et chanté avec mes amis ou des inconnus. Bienvenue dans Des Demain, le podcast de l'École normale supérieure qui questionne la jeunesse sur les crises que nous traversons et sur le monde que nous voulons pour demain. Cet épisode sera consacré aux troubles que le surgissement du Covid-19 a provoqué dans notre conception et notre perception du temps. Qu'est-ce que l'irruption du coronavirus a changé dans nos rapports au temps? Est-ce que la pandémie a provoqué un bouleversement du temps? Et comment définir cette expérience nouvelle du temps? Bonjour Elsa, Amadou et Kendris. Bonjour. Bonjour Zoé. Bonjour Zoé. Comment ça va? Ça va, même si en ce moment j'ai l'impression que le temps est suspendu et que la situation s'éternise. Et toi Amadou, comment ça va? Un peu compliqué, je suis incapable de me situer dans le temps, ça m'arrive plein de fois d'être incapable de dire quel jour de la semaine on est. Et toi Kendris? Je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression que tout le monde prononce cette phrase en ce moment, je n'ai plus le temps. Alors que nous sommes à une époque où le temps semble s'être dissous. Bonjour François Hartog. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast de l'ENS. François Hartog, vous êtes historien, spécialiste de la Grèce antique et des formes historiques de temporalisation. Vous êtes l'auteur de Chronos, l'Occident, aux prises avec le temps, publié aux éditions Gallimard. François Hartog, on va parler du temps pendant toute notre rencontre, mais comment définir ce qu'est le temps? Précisément, le temps échappe à toute définition. Je ne parle pas du temps de la physique, du temps de Newton, mais de ce temps absolu. Mais au fond, les communautés humaines, les humains, n'ont jamais cessé d'essayer d'appréhender le temps et ont toujours échoué. Et malgré tout, ils n'ont jamais cessé de recommencer. Et ça ne cesse jamais. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes aussi dans cette même situation. Alors nous avons d'autres instruments que les Grecs, puisqu'il m'arrive de parler des Grecs, pour essayer de saisir le temps. Mais, encore une fois, il échappe et il ne peut pas en être autrement. Et on ne peut pas s'empêcher d'essayer de le saisir pour se dire que peut-être on le maîtrise. Étant entendu que nous sommes pris entre une naissance et une mort. Et que ça, c'est un fait absolument indubitable et incontournable. Et que la question après de l'expérience du temps, des rapports au temps, s'inscrivent dans cet horizon-là. François Hartog, avec la pandémie que nous sommes en train de traverser, cette pandémie a ébranlé nos sociétés et nos institutions. Elle a bouleversé notre rapport au temps. Est-ce que le SARS-CoV-2 a fait surgir un temps nouveau qui nous était inconnu jusqu'alors? Et comment qualifier ce temps? Je crois que oui. Un temps nouveau, nous l'avons vu surgir, nous tomber dessus, avec le premier confinement en mars dernier, en mars 2020. Puisque du jour au lendemain, par une décision qui est une décision politique, mais du jour au lendemain, dans beaucoup de pays du monde, le temps s'est arrêté. C'est-à-dire le temps s'est arrêté, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps ordinaire, le temps de la vie quotidienne, le temps du travail, le temps des loisirs, le temps, bref, ce temps qui rythme la vie de tout un chacun, s'est interrompu. Et on est entré dans un temps nouveau qui a, à mon avis, comme caractéristique d'être un temps qui n'est que du présent. C'est-à-dire que c'est un temps qui ne passe pas. Qui s'étale. Oui. Alors, le paradoxe, c'est que c'est du présent. Ça n'est que du présent, et en même temps, les jours passent. Bon, le présent demeure et les jours passent. Et on a bien vu dans les premières semaines, dans les premiers jours, l'effet de désorientation
complet que ça a représenté. Et du coup, il y avait toutes sortes de conseils sur comment vous refaire un emploi du temps, comment rythmer votre journée, comment ceci, comment cela. Bon, parce que c'était... Voilà, tout d'un coup, les repères étaient partis, avaient disparu. Nous avons l'impression d'être dans cette crise depuis une éternité. Alors, comment expliquer ce changement de perception du temps et finalement, quel est l'impact du Covid sur notre capacité à nous projeter justement dans le temps ? Alors, bon, en effet, on a l'impression que c'est sans fin. Bon. On est toujours... Alors, il y a eu confinement, pas confinement, reconfinement, semi-confinement, enfin bref, vous connaissez tout ça aussi bien que moi. Mais l'impression générale, l'expérience générale, c'est qu'on est resté dans ce temps plus ou moins suspendu. Bon. Une des obligations ou pour toute autorité, institution, pouvoir politique, c'est d'essayer d'avoir une prise sur ce temps. Et justement, donc de dire, on va rouvrir à telle date, le 15 mai, vous pourrez peut-être apercevoir de loin une terrasse, enfin bon, ces choses-là. Mais c'est justement absolument indispensable de fournir une espèce d'horizon. Même si on sait que cet horizon, ou on se doute, ou on craint, que cet horizon ne cesse de reculer. Bon, c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Alors, justement, la question de la projection. Le confinement, ce temps suspendu, ce temps de présent, empêche toute espèce de projection. D'aller vers, enfin au sens premier du terme, d'aller en avant, de se mettre en avant pour dire, parce que vous ne savez pas ce que vous ferez la semaine prochaine. Donc tout ce qui est le projet est empêché. Et on sait, toute vie comme dans un ensemble d'une communauté implique puisse y avoir du projet. Et on voit bien, alors si je ne parle plus du Covid, mais de la situation qui existe depuis des années, en particulier pour les jeunes, pour beaucoup de jeunes, c'est tout ce qu'on a mis sous le nom de précarité. La précarité parce qu'il n'y a pas de boulot, parce qu'il n'y a que des petits boulots, parce que... Bon, c'est quoi la précarité? C'est justement l'impossibilité de se projeter dans un avenir. Bon, alors ça peut être l'avenir de demain, ça peut être l'avenir dans 3 mois, ça peut être dans 3 ans, mais c'est ce mouvement fondamental de la vie qui consiste à pouvoir se projeter. Bon, et le Covid, là, a drastiquement renforcé cette incapacité, cette impossibilité de se projeter. Monsieur Hartog, vous évoquiez tout à l'heure ces moments où ces périodes où le temps futur cesse d'exister, donc comme aujourd'hui. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité que le temps s'arrête aussi à une telle échelle? Alors, l'important c'est à une telle échelle. Je crois à une telle échelle, non, puisque il n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que nous connaissons, mais que plusieurs milliards de personnes se trouvent du jour au lendemain dans cette situation de temps suspendu. Donc non, ça n'est pas arrivé. Après, toutes les grandes crises sont des crises aussi dans le temps, dans le rapport au temps. Et il est bien évident que si vous vous rappelez des expériences comme celle de la guerre, si vous imaginez que vous étiez en France en 1941, bon, quel type de projection dans l'avenir aviez-vous? Et on sait bien, il y a beaucoup de témoignages justement de toutes ces personnes qui vivant cette période, alors dans des situations différentes et avec des réponses différentes, mais avaient l'impression que ça ne se terminerait jamais, que on était là, alors l'année, oui, c'est la première année, et puis la deuxième, et puis ça continue et ça continue. Bon, et il y a aussi, je crois, ce phénomène avec les grandes crises. Là, c'était plus
encore plus net avec, si je reprends encore l'exemple de la guerre, mais la guerre de 14, le point de départ pour tout le monde, aussi bien du côté allemand que du côté français, c'était ça ne va pas durer. Ça va être une guerre brève. Bon, donc cette espèce de temps nouveau introduit par la guerre était conçu comme exceptionnel et comme ne devant pas durer. Et avec le Covid, nous avons vécu la même chose, où on s'est dit bon, d'accord, on fait un confinement et puis après c'est fini, on recommence. Bon, voilà. Donc là, cette désorientation que créent des graves situations de crise, elle est parfaitement commune, ordinaire. C'est une expérience partagée par les humains depuis des millénaires. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, François Hartog, parce que moi, justement, avec tout ce qu'on est en train de vivre et ces différents, ces confinements successifs, j'ai compris ce que ça voulait dire la guerre de 14-18. La guerre de 40-45. Avant, 14-18, 40-45. Ah non, mais maintenant, je comprends. Ça a duré. Et il aura fallu l'expérience de ces confinements pour que je comprenne ce que veut dire 14-18 et 40-45. C'est ça que vous êtes en train de dire en somme. Exactement. Et que, oui, pour tous ceux qui ne l'ont pas vécu, qui n'ont pas vécu ces périodes, et maintenant il n'y en a plus beaucoup, enfin en tout cas pour la guerre de 14, oui, on a toujours eu la guerre de 14-18. Bon, voilà, c'est une espèce de formule toute faite, sans comprendre que ça fait beaucoup de jours, la guerre de 14-18. Oui, tout à fait. Alors, on vous propose, François Hartog, d'écouter un extrait du film Un jour sans fin, réalisé par Harold Ramis, avec, si vous vous souvenez bien, Andie MacDowell. Je viens de te le dire, je me réveille tous les matins au même endroit. Ici, à Punxsutawney, et on est toujours le 2 février. Je suis coincé ici et je ne peux rien y faire. Si tu n'arrives toujours pas à me croire, écoute. Mais dans 10 secondes, Larry va rentrer par cette porte pour t'emmener loin de moi. Et tu ne dois pas le suivre. Larry ? Je t'en prie, il faut que tu me croises. C'est une question de vie ou de mort. François Hartog, vous n'avez pas vu un jour sans fin. C'est comme ça. Alors, je vais vous expliquer très rapidement. Un jour sans fin, c'est un homme qui se réveille tous les matins et tous les jours, c'est le même jour. Et à chaque fois, recommence les mêmes scènes. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour sans fin, c'est aussi une expression qu'a utilisée le président Emmanuel Macron dans son allocation du 28 octobre 2020. Cette espèce de jour sans fin, ce qu'on est en train de vivre, dont vous parliez à l'instant. Mais ma question, c'est comment habiter ce temps ? Comment l'habiter ? Alors ça, c'est une question, en effet, brûlante, je veux dire. Et on voit bien qu'il y a des réponses diverses. Bon, il n'y a évidemment pas une façon de l'habiter en fonction de qui vous êtes, ce que vous faites et où vous êtes. Il y a une première façon de ne pas l'habiter, si je puis dire, c'est de se laisser pratiquement étouffé par lui. Bon, d'être là dans une espèce d'attitude d'accablement qu'on a pu percevoir, en particulier, il me semble, chez un certain nombre, par exemple, d'étudiants qui se sont trouvés dans ces situations d'isolement et d'angoisse particulièrement aiguë. Bon, or l'angoisse, de manière générale, c'est justement l'espèce d'impossibilité de faire quoi que ce soit, mais aussi l'impression d'être assigné, consigné, confiné dans un présent dont on ne peut pas s'extirper. Bon. Donc ça, c'est une première façon, si je puis dire, d'habiter ou d'être habité par ce temps singulier. Et puis, alors il y a ceux qui, à mon avis, ont développé une espèce d'activité frénétique. Bon.
Alors ça, c'est plutôt avec c'est tout le problème du rapport entre ce temps, ce présent permanent, ce présent qui ne passe pas, et tout le monde numérique. Et là, alors c'est une manière d'habiter ce temps. Mais d'une certaine manière, enfin c'est une manière de l'habiter tout en le niant. Bon, puisque la caractéristique même de ce temps, de cette numérisation ou de cette vie numérique, c'est qu'elle n'est qu'une suite d'instants. Qu'une suite d'instants qui disparaissent au fur et à mesure qu'ils se produisent. Donc il n'y a pas de durée. Bon. Et je pense que vivre sans durée, c'est probablement c'est impossible, mais c'est en plus douloureux, c'est en plus dangereux. Peut-être une troisième façon, je sais pas combien on peut en trouver, mais juste évoquer comme ça quelques éléments qui me viennent à l'esprit. C'est alors ceux qui sont partis, et qui ont eu la possibilité de se retirer dans leur maison, enfin bref, quelque part, et qui ont du coup introduit un nouveau mode de vie, un nouveau rapport au temps. C'est-à-dire justement qui soit à l'écart de ce qu'étaient les contraintes précédentes. La parenthèse. Oui. La parenthèse, alors la campagne, le rythme de la vie quotidienne à la campagne, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis il y a ceux qui en ont fait une espèce de choix presque politique, qui est de dire voilà, c'est l'occasion pour reprendre le contrôle de nos vies, ne pas se laisser entraîner par toutes ces affaires de la société de consommation, etc., etc. Bon, le point peut-être à retenir, puisqu'on je vous dis, on pourrait faire un inventaire interminable, c'est que ça suscite des interrogations, que ça suscite des mises en question. Alors ça peut être des interrogations, ça peut être des mises en question, ça peut être des refus de voir aussi. Bon, il y a là sur le mode de la dénégation, on ne peut pas faire néanmoins abstraction de la singularité du moment. Est-ce que dans cette crise, les annonces institutionnelles ne constituent pas finalement notre emploi du temps ? Si, mais c'est ce qu'elles aimeraient être. Bon, et vous voyez bien que quand le président de la République nous dit nous sommes en guerre, alors on peut dire c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Mais c'est une façon d'affirmer ou d'essayer d'affirmer qu'il a une prise sur ce temps. Il le qualifie. Ce temps dans lequel nous sommes entrés, c'est un temps de guerre. Bon, en temps de guerre, le pouvoir politique dit que les choses se font de cette manière-ci, etc., etc. Bon, donc il donne un cadre. Il donne un cadre, et à partir de ce cadre, les autres temps peuvent eux-mêmes s'organiser. C'est-à-dire que si vous dites nous sommes en guerre, nous allons l'horizon c'est le déconfinement au mois de mai, ça c'était déjà dans une troisième ou quatrième intervention, je ne sais plus. Ça permet, et c'est très important, ça permet aux autres acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits dans d'autres temporalités, de se caler sur ce temps proposé. Le temps de l'économie, le temps culturel, le temps social, le temps politique, est-ce qu'on va faire des élections ou pas d'élections, enfin bref, toutes ces choses-là. Mais vous remarquez que le président de la République, à plusieurs reprises, était obligé de reconnaître que le maître du temps, c'était le virus. Et il a employé cette expression. Or, on lui prêtait cette attitude d'être celui qui était le maître des horloges, le maître du temps, etc. Non, il ne l'est pas. Et il sait bien d'ailleurs qu'il ne l'est pas. Mais son rôle est quand même de dire oui,
Donc c'est le virus qui impose sa temporalité. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Et on le voit bien. On a dit, avec le vaccin, ça y est. On voit le bout du tunnel, c'est la grande expression. Et puis, paf, non, il y a un variant anglais, puis maintenant un variant brésilien, et puis un vaccin qui n'arrive pas, puis un autre qui peut provoquer des thromboses, et puis etc., etc. Bon, le variant reste, celui que, comme je l'ai dit dans un article, qui est dans le siège du conducteur. Oui, c'est ça. Alors, vous parliez des annonces. Justement, on veut vous faire entendre l'annonce, un extrait de l'annonce de l'état d'urgence sanitaire. Cette annonce a eu lieu le 18 mars 2020 et c'était donc le Premier ministre de l'époque qui parlait, Édouard Philippe. À l'issue du Conseil des ministres qui vient de se tenir, le gouvernement va demander au Parlement de lui donner les moyens de faire face à l'urgence. Le projet de loi met en place un régime juridique donnant des bases juridiques claires et solides et en même temps encadrées à de telles mesures. Il s'inspire dans son déclenchement, et dans son déclenchement seulement, de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. François Hartog, est-ce que le temps du virus dont on parle, c'est le temps de l'urgence? Et est-ce que les maîtres mots du temps du virus, c'est accélérer, ralentir, freiner, anticiper? Oui. Puisqu'il me semble que j'ai même eu l'idée de l'écrire. Oui. Donc je suis toujours d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec vous? Mais oui, alors, je plaisante comme ça, mais c'est important et c'est sérieux. Cette situation, cette montée de l'urgence, qui a commencé par l'urgence sanitaire. Mais on a connu avant l'état d'urgence. Bon, enfin, on n'est pratiquement pas sorti de l'urgence depuis un bon nombre d'années. Et il est intéressant de voir que cette loi de 1955 à laquelle se référait Édouard Philippe, ça concernait l'Algérie. Bon. C'est à propos de l'Algérie qu'on a créé cet état d'urgence, puisque évidemment, on ne pouvait pas déclarer un état de guerre, puisque l'Algérie c'était la France, et on ne pouvait pas non plus déclarer, non, il n'y avait pas tellement d'autres possibilités. Bon, donc on a créé cet état d'urgence, et qui restait. Bon, et aujourd'hui, c'est à cette loi-là qu'on se réfère. Alors, il dit bien, enfin, il précise pas les choses, mais c'est bien pour le déclenchement, pour transformer ça en état d'urgence sanitaire et puis proroger cet état d'urgence sanitaire qui va encore l'être d'ailleurs très prochainement. Alors, il me semble, alors on pourrait rester un moment sur cette question de l'urgence, de l'état d'urgence, mais on n'a pas le temps de faire ça. Ce qui me semble, c'est que l'urgence est ce qui domine nos sociétés d'aujourd'hui, nos sociétés que moi j'appelle présentistes, et urgence qui elle-même devient insuffisante, puisqu'on a déclaré qu'il fallait, on a maintenant, quand vous voulez quelque chose de vraiment urgent, vous dites c'est urgentissime. Hein? Parce que urgence, ça ne suffit plus. Urgence, tout le monde laisse ça de côté, ne s'en occupe pas. Bon, donc on est dans une urgence qui ne cesse d'accélérer. C'est ça aussi. Hein. Donc tout est de plus en plus urgent. Bon. Alors on a vu ça. Alors on pourrait aussi examiner la question des urgences à l'hôpital, enfin, des urgences qui participent de tout ce mouvement. Et cette focalisation sur les urgences est à mettre en rapport avec cette montée de l'urgence. Bon. Puisque aux urgences de l'hôpital, vous avez toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément, relèvent pas toutes de la même urgence. Bon. Mais on s'est focalisé là-dessus. Bien. Alors, le mécanisme qui me semble intéressant du point de vue du temps, des rapports au temps qui sont engagés là-dedans, c'est que vous avez d'un côté, en effet, une urgence qui ne cesse d'accélérer, et par conséquent, l'impression que vous êtes toujours en retard. Bon.
que vous arrivez, c'est urgent, et c'est déjà trop tard. Hein. Quand vous commencez à agir, mais c'était tellement urgent que c'est déjà trop tard. Et c'était, alors après vous pouvez en faire une arme de critique politique en disant voilà, naturellement vous êtes toujours en retard, etc. Mais c'est consubstantiel, je dirais, vous avez ce couple urgence, accélération, enfin couple, ils sont même trois, urgence, accélération, retard. Donc il faut accélérer, ne cesser d'accélérer tout en étant toujours en retard pour finalement essayer d'arriver à ralentir. Oui, vous parliez justement de l'état d'urgence et depuis 2015 en France, avec les attentats, nous sommes en état d'urgence, puis maintenant c'est avec le Covid. J'avais une question justement sur ce sens que peut encore avoir la notion d'urgence. Mais vous aviez commencé déjà à y répondre, mais si vous voulez un peu plus approfondir cette notion de sens de l'urgence. Là où c'est tout de même, enfin, les choses sont préoccupantes, la situation est préoccupante à cet égard, c'est que ce phénomène se répand partout. Pratiquement, prenons encore un exemple, à l'Assemblée nationale, pratiquement tous les projets de loi sont présentés selon la procédure d'urgence. C'est ça justement, quel risque ça représente pour notre démocratie ? Ça représente un risque important parce que donc tout est la justice aussi, ça c'est encore plus d'une certaine manière plus grave. La justice se place de plus en plus sous le signe de l'urgence, puisque la grande thématique de toutes les réformes là autour de la justice, c'est de dire il faut que ça aille plus vite. La justice, c'est fondamentalement un temps particulier qu'on construit. La justice administrative, c'est aussi un temps particulier. Le Parlement, c'est aussi un temps particulier. Or, au nom de l'urgence, on ne supporte plus ces délais. Et la question finale, c'est est-ce que la démocratie peut se régler à coup de tweet ? Si vous répondez comme Trump, mais qui n'est pas un démocrate, oui, eh bien voilà à quoi vous arrivez. Après, que le Covid, lui, évidemment, il s'inscrit pas dans un temps politique. Et on pourrait même l'inscrire, en fait, dans un temps extrêmement long, donc qui est celui de l'évolution. Donc le Covid, il est beaucoup plus les virus sont beaucoup plus vieux que nous. Donc, si vous rapportez ça, si vous regardez le Covid du point de vue du Covid, lui, il compte en millions d'années. Bon, donc c'est un petit épisode de l'histoire de l'évolution. Le temps long. Oui, mais très très long, 1 million, sinon plus, d'années. Bon, donc c'est ça le temps du Covid. Et évidemment, nous, on ne peut pas vraiment s'inscrire dans cette temporalité-là. Donc, il est normal que le temps politique essaye de saisir, d'avoir une prise. Mais je dirais qu'au fond, alors il y a d'une part cette perspective longue. Covid, c'est un épisode de l'histoire de l'évolution. Vous me direz, ça me fait une belle jambe, puisque en attendant, il y a des gens qui meurent, etc., etc. Là, l'autre manière de peut-être de voir les choses, c'est de dire oui, c'est un épisode de l'histoire de l'évolution, mais c'est aussi un avertissement sur justement ce temps du monde que nous avons fabriqué pour nous-mêmes. Bon. Et qui vient nous rappeler que, précisément, nous ne sommes pas tout seuls. François Hartog, vous venez de dire à plusieurs reprises présentisme. Est-ce que vous pouvez définir ce que c'est qu'une société présentiste ? Oui, enfin, j'espère. Je dirais que, ça entraînerait plusieurs développements que je ne vais pas faire. C'est une société, ce sont des sociétés dans lesquelles, pour des raisons qu'on peut essayer d'expliquer, la catégorie du présent est devenue la catégorie dominante. Bon. Alors que, c'est pour distinguer ces sociétés de ce que nous avons connu dans le monde occidental en particulier, mais pas seulement dans le monde occidental au cours du 19e et une grande partie du 20e siècle, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles la catégorie du futur était la catégorie dominante.
Bon. Et où, justement, il fallait aller vers le futur le plus vite possible. Et alors là, c'est la thématique de l'accélération qui est déjà présente. Mais il fallait y aller le plus vite possible. Et bon, les sociétés qui ont, enfin, les idéologies qui ont été le plus en avant dans cette direction c'est le marxisme. L'avenir radieux. Oui, c'était la thématique de l'avenir radieux. Bon, qui s'est retourné évidemment comme critique de ce prétendu avenir radieux. Mais quand, dans les années 1960, à peu près, dans le cours des années 1960, en Europe, et puis après un peu au-delà, le futur a perdu de cette force d'entraînement, de cette évidence. À cause des guerres. À cause des guerres, à cause de, oui, enfin, principalement, en tout cas en Europe, à cause du fait qu'on ne pouvait plus croire au progrès. On ne pouvait plus croire au progrès. Attention, le progrès technologique, lui, marchait à grand galop, mais on ne pouvait plus croire au progrès de l'humanité. Et il a fallu du temps pour que cette prise de conscience du fait qu'on ne pouvait plus croire au progrès de l'humanité avait des répercussions sur la vision qu'on pouvait avoir du futur et sur cette idée que on marchait nécessairement vers un progrès de l'humanité, qui a été un des grands mythes du 19e siècle et d'une grande partie du 20e siècle. J'ai l'impression, depuis le début de la crise, de vraiment passer à côté de mon temps. Et vous évoquiez tout à l'heure la dictature du présent. De quels moyens disposons-nous pour lutter individuellement contre l'impératif de l'immédiat? J'ai pas de mode d'emploi à fournir. Je pense que la première chose justement, c'est la conscience de cette situation. Quand même, si vous êtes conscient de cette situation, vous avez des moyens déjà d'y faire face. Bon. Ensuite, je crois que c'est justement pas individuellement qu'il faut être à plusieurs. Alors vous me direz c'est difficile par les temps qui courent, mais bon, il y a quand même, on arrive quand même à des moyens de communication. Enfin, je pense que ça ne peut pas être une entreprise solitaire, parce que cette numérisation même, qui semble être le recours, la solution, je me précipite sur mon écran, je regarde ceci, je regarde cela, ne fait qu'accentuer cette dépendance à l'immédiateté. Donc, loin de vous aider à prendre une distance, alors après aussi avec tous les phénomènes d'addiction qui peuvent se produire, vous êtes encore plus pris dans cette immédiateté. Donc il faut comprendre que Internet, tout ce qui va avec, c'est un moyen, ça peut être un moyen d'ouverture, ça peut être un moyen de distance, mais ça peut être aussi un grand danger d'absorption complète dans cette espèce de trou sans fin du présent. François Hartog, nous vous proposons d'écouter un extrait d'une interview de Paul Virilio, qui a justement beaucoup travaillé sur la technologie et la vitesse. Interview qui avait été réalisée par Laure Nouala et publiée dans le journal Libération le 3 juillet 2010. Pour être complète, l'écologie doit aussi devenir l'écologie du temps. L'écologie verte traite la pollution des substances, de la faune, de la flore, de l'atmosphère, bref, de tous les écosystèmes. L'écologie grise devrait traiter la pollution des distances, des échelles, de la grandeur nature. Les choses existent à travers des proportions. Au-delà de 2,5 mètres, nous ne sommes plus hommes, mais fantômes ou sycomores si l'on fait 18 mètres de haut. Or, la vitesse des transports et des transmissions instantanées réduit le monde à rien. Nous vivons une époque singulière. Notre appréciation des échelles de temps et de distance est bouleversée et la Terre est devenue trop petite pour le progrès. Par rapport à ce texte, justement, comment appréhender le progrès et l'innovation aujourd'hui, progrès qui semble nous astreindre à aller toujours plus vite, comme vous l'avez dit. Peut-on encore avoir confiance dans le progrès ? Alors,
le mot progrès est devenu ambivalent. Ça n'est plus, on ne peut plus l'écrire avec un P majuscule, le progrès. En revanche, ce à quoi nous sommes confrontés quotidiennement, ce sont des progrès technologiques. Extrêmement, et alors ces projets technologiques extrêmement rapides et même rendus d'autant plus rapides que c'est la logique du profit qui les sous-tend. Il faut créer des nouveaux iPhones tous les 6 mois, etc., etc. Bon. Alors, le découplage entre progrès, ce qu'on entendait par progrès autrefois, et puis progrès technologique, est aussi à mettre en rapport avec cette transformation du rapport au temps. Puisque le progrès, avec un P majuscule, encore une fois, c'était, par rapport à ce que je viens de dire, c'était quand le futur était la catégorie dominante, était ce vers quoi on essayait d'aller, où il fallait aller, parfois c'était pas drôle d'y aller, etc. Mais il y avait cette perspective-là, il y avait cette ouverture en direction du futur. À partir du moment où le futur devient menaçant, vous avez une espèce de frénésie de progrès technologique. Le concept comme ça recteur de tout cela, c'est celui d'innovation. Bon. Et l'innovation, c'est pas la découverte, c'est pas l'invention. Bon. L'innovation, c'est il faut faire du nouveau, il faut faire du nouveau, il faut faire du nouveau, il faut faire du nouveau sans cesse, et il faut innover pour innover. Bon. C'est cette logique dans laquelle nous vivons quotidiennement, qui est celle de l'innovation et qui est celle des politiques publiques. Puisque vous n'entendez parler que d'innovation. Il faut soutenir l'innovation, favoriser l'innovation, les projets innovants, etc., etc. Que ça soit dans dans le monde académique ou que dans le monde économique. François Hartog, avec un confinement quasi mondial, nous avons pu voir les effets d'une diminution forcée de l'activité humaine et ses bénéfices sur l'environnement. Est-ce que cette crise ne nous amène-t-elle pas à reconsidérer le temps long et surtout le temps écologique ? On peut toujours rêver. Hein, on peut toujours rêver. Alors, bien sûr que on pourrait, on devrait, il faudrait. Qu'en sera-t-il ? Je n'en sais rien. Mais on voit bien que il y a quand même des fortes probabilités pour que ce ne soit pas le cas. Et je ne prendrai... Alors là, encore une fois, je ne suis pas... Non, mais vous avez raison, mais c'est bon. Je ne suis ni en position de décider, ni en position d'expertise. Enfin, c'est pas ça. Mais je ne prendrai qu'un exemple. Enfin, je penserai à une chose, parce que toutes ces considérations autour qui ont été au tout début, le temps d'avant, le temps d'après, bon, toutes ces considérations ont quand même, à mon avis, une limite. C'est-à-dire on reste un peu dans l'entre-soi. Et si vous allez poser la question à Monsieur Xi Jinping, je ne suis pas sûr du tout qu'il vous dise que ça l'intéresse vraiment. Bon. Si vous allez poser la question à Monsieur Modi, pas sûr que ça l'intéresse excessivement, etc., etc. Bon. Donc, le problème est absolument réel, grave, mais il est mondial. Il n'est pas à notre main. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire on peut rien faire, donc allons-y. Mais voilà, mon hésitation, elle est là. C'est que tout le monde, il est bien évident que tout le monde n'a pas l'intention de jouer au même jeu, n'a jamais joué au même jeu, mais encore moins que jamais n'a l'intention de jouer au même jeu. Bon. Et que la situation géopolitique d'aujourd'hui montre que il y a quand même d'autres préoccupations que celles que vous évoquez. Et que
entre la Chine et les États-Unis, et devient un élément majeur de la situation des prochaines années. Alors, il ne faut pas non plus dire que nous sommes au bord de la guerre, mais ces questions qui sont des questions qui touchent à la planète, ne peuvent pas être traitées ni évidemment par un pays, ni même par le jeu géopolitique ordinaire de mondial. Puisqu'on est là, il faut introduire une autre dimension et d'autres temporalités qui sont pas celles du monde au sens du temps du monde tel que nous l'avons construit, qui sont celles que j'évoquais avec le virus, qui sont celles d'échelles temporelles qui se comptent en millions d'années. Bon. Et ça, nous ne savons pas le faire, je crois. Et voulons-nous le faire? Je n'en sais rien. Je n'en suis pas sûr. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. Vous parlez anglais? Oui, ça m'arrive. Donc, dans sa chanson de 1973, Jim Cross nous dit que s'il pouvait garder le temps et l'enfermer dans une bouteille, il le garderait pour passer tous les soirs avec sa bien-aimée. Vous, si vous pouviez enfermer le temps, vous en feriez quoi? Cette idée ne me viendrait pas. Je n'ai aucune envie d'enfermer le temps. Pas de bouteille avec le temps. Ce que j'ai cherché avec toutes ces années passées à réfléchir un peu sur le temps, les rapports au temps, c'est à montrer la multiplicité des façons de l'appréhender, de le vivre, d'en user bien ou mal, etc. Et ce qui m'importe avant tout, c'est son ouverture. Et l'idée de l'enfermer me paraîtrait une mutilation, et à commencer pour moi-même. Enfin. Donc François Hartog, vous n'allez pas y échapper. 2020, en un mot, pour vous, c'est quoi? 2020, c'est une année imprévue. Bon. Quand on y réfléchit, pas imprévisible, mais imprévu. C'est une année douloureuse. C'est une année inquiétante. Et c'est une année qui incite à la réflexion, qui amène à ne pas à sortir de ce qui pouvait devenir des routines, à essayer de penser, tant bien que mal, avec les moyens limités dont on dispose, cet imprévu. L'histoire existe. Alors moi, je vais continuer à entretenir mon rapport très très particulier au temps. D'ailleurs, ce matin, je ne suis pas arrivé en retard, mais je luttais contre quoi? L'urgence? Contre l'urgence, voilà. Bien l'urgence vu. qui m'a imposé d'arriver à 10h. Bien vu, Amadou. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci François Hartog d'avoir participé à cette rencontre. Je vous donne rendez-vous avec Amadou, Elsa et Kendris pour le prochain épisode du podcast Dès demain, qui sera consacré aux inégalités sociales de santé. Nous rencontrerons l'économiste Florence Juzeau. Dès demain est un podcast proposé par l'École normale supérieure et produit par Bababam. Il est écrit et présenté par Zoé Varier, accompagné de Amadou Mbaye, Elsa Touretz et Kendris Legentil.